Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Alors, je m'appelle Birgitta Martensson, je suis d'origine suédoise, mais je vis en Suisse et je suis devenue suissesse. Je vis en Suisse depuis plus de 40 ans. Mais j'ai une éducation suédoise à la base, ce qui évidemment me marque aussi ma personnalité. Comme parcours, j'ai étudié le business en HEC à Lausanne. J'ai travaillé dans le domaine du business pendant 35 ans. Ma mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer en Suède, mais Alzheimer en Suède ou en Suisse, c'est un peu semblable. Et elle a vécu, nous avons vécu avec elle cette maladie pendant 10 ans entre diagnostic et son décès en institution. Et pendant cette période, on a vécu beaucoup de choses. On découvre beaucoup de choses sur soi-même et sur aussi cette maladie, sur le rôle qu'on peut avoir dans la société. Et je crois que c'est pendant cette période que j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que je fais de ce qui reste de ma vie active ? Comme je n'ai pas d'enfants ou de petits-enfants auxquels me consacrer, je voulais faire quelque chose de plus utile. Et puis, c'est par hasard que j'ai vu une annonce qui déclarait que l'association Alzheimer Suisse cherchait un nouveau directeur. Et voilà, je me suis portée candidate. Et j'ai été engagée et j'ai passé les 15 dernières années de ma vie professionnelle comme directrice de l'association Alzheimer Suisse. Et ça a été extraordinairement motivant et intéressant à tout point de vue. Je pense que, pour faire court, je dirais que le sentiment essentiel, c'était que la cause était plus importante que moi, plus grande que moi. Ce qui m'a fait aussi dépasser mes propres limites beaucoup, souvent, et ce qui a permis aussi de mener notre cause au niveau national, ce qui était mon intention en arrivant. Je veux qu'il y ait un débat au niveau national pour qu'on réalise ce que ça représente pour la société globalement, parce qu'on a une méconnaissance importante de ce que ça représente au niveau de combien de personnes sont concernées, où est-ce qu'ils vivent, et puis quelles sont les compétences, connaissances disponibles auprès des personnes qui accompagnent les personnes malades et les proches, et aussi quels sont les coûts, parce que dans notre société, si on ne veut pas entendre parler de coûts, on a de la peine à avancer. Donc premièrement, nous avons eu la chance de trouver de l'argent, parce que nous avons commencé une grande campagne de fundraising, c'est-à-dire on s'est adressé au grand public, aux particuliers, avec des demandes de nous aider à financer nos activités. Et il y a eu une réponse extraordinairement positive, ce qui nous mettait en position de commencer nos travaux, nos études, dans différents domaines. J'avais la chance d'être entourée de collaboratrices, parce qu'il se trouve qu'on était une équipe féminine, brillante à tout point de vue, qui en peu de temps ont produit des rapports et des études en partant de ce qu'on trouvait comme information et base de données en Suisse, ce qui n'était pas beaucoup, mais on s'est inspiré largement aussi de ce que d'autres organisations dans d'autres pays avaient produit, notamment en Écosse, qui sont très en avance par la plupart des pays en Europe. Donc sur la base de ces modèles, nous avons en premier produit une étude, une estimation sur le nombre de personnes concernées. Quel est le nombre de personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence en Suisse, ce qui était déjà une estimation en utilisant des taux de prévalence, etc., qu'on n'avait évidemment pas pour la population suisse.
Et on a estimé alors le chiffre de personnes malades. Nous avons fait des estimations sur ils sont dans quel stade de la maladie, parce que le stade de la maladie, c'est-à-dire le stade de dépendance, va fortement avoir une influence sur quelles prestations il faut pouvoir trouver et, in fine, sur le financement, sur les coûts. On a aussi fait des estimations sur leur lieu de vie, où vivent ces gens-là. Et puis, à l'époque, nous avons arrivé à la conclusion que 60% des personnes malades vivent à domicile. Ce qui, à l'époque, était tout à fait nouveau. Tout le monde, si vous demandiez, pensait qu'ils sont tous dans des institutions. Et puis, on a aussi eu des chiffres sur les malades par classe d'âge, etc. Et on a estimé les prestations dont avaient besoin ces gens dans les différents stades de la maladie, en moyenne, pour pouvoir aussi calculer par la suite les coûts, ce qui a été lié à beaucoup d'hypothèses et de suppositions, souvent contestées quand on les a présentées. Mais comme personne nous a apporté d'autres chiffres, de meilleures bases, nous avons continué avec les données que nous avons produites pour la Suisse, ce qui nous a mené à pouvoir, avec des parlementaires, déposer 2 motions au niveau du Parlement suisse. Et en Suisse, la première étape, c'est que le département responsable se prononce sur l'intérêt de ces motions, des propositions faites dans les motions. Et ces motions ont été déclarées comme inintéressantes parce que le système de santé et le système social en Suisse devaient répondre à toutes les maladies, quelle que soit la cause et la situation. À partir de là, on a eu 2 ans pour essayer de quand même faire passer ces motions, ce qui est arrivé. Ce qui était extraordinaire, c'est de voir que dans la première chambre, qui a eu, pas à discuter, mais juste décider est-ce qu'on entre en matière, est-ce qu'on veut entrer en matière, et il y a eu un vote unanime pour qu'on entre en matière. Ça ne s'est jamais vu. Que le conseil s'appelle le Conseil national en Suisse, unanimement a voté pour qu'on entre en matière. Ce qui montre, je pense, pour d'autres pays aussi, on croit que notre cause, démence, Alzheimer, parce que c'est tellement entouré de stigmas, on croit que c'est pas, personne ne veut nous entendre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc à partir de là, le travail s'est mis en route et puis il y a eu l'élaboration d'une stratégie en matière d'Alzheimer et autres formes de démence au niveau national. Moi, j'ai pris ma retraite une année ou 2 après la mise en place, pas la mise en place, mais l'élaboration de la stratégie. La mise en place est maintenant en cours. Mais je suis moins impliquée parce que je suis plus. J'ai pris ma retraite. Cette manière de faire et ce chemin d'abord, ça a été fait d'une manière semblable dans beaucoup de pays autour de nous maintenant, surtout les pays anglophones. Ceux qui sont vraiment bien en avance, je trouve, ce sont les Écossais. Celui qui veut savoir plus sur qu'est-ce qu'un pays peut faire, je pense que l'Écosse est extrêmement intéressant comme objet d'étude. Et il y a aussi les Pays-Bas qui sont très en avance. Il y a les pays scandinaves qui sont aussi bien en avance par rapport aux pays, par exemple, de l'Europe du Sud, ou voire les pays sur d'autres continents. C'est clair que dans l'Amérique du Nord, ils sont bien avancés aussi. Et en Australie, au Japon aussi, parce que c'est une population qui est bien plus vieille que la population européenne.
Singapour est en avance, mais sinon, il y a un énorme besoin d'agir, et peut-être surtout dans ces pays qui sont à faible, moyen revenu, où il n'y a pas un système de santé développé comme on le trouve dans la plupart des pays européens. Nous sommes extrêmement chanceux parce que nous avons déjà des systèmes de santé extrêmement développés et performants. On oublie de s'en souvenir, je crois, mais il faut bien le souligner. Et quand c'est à ce niveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit de peu pour que ce soit encore nettement meilleur. Et je pense que dans les pays à haut revenu, et peut-être surtout en Europe, nous avons cette chance d'en être là et de pouvoir partir quand même de systèmes relativement basés sur la solidarité. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire si on veut bien aussi produire suffisamment de faits et de chiffres pour pouvoir avoir une discussion très concrète sur les mesures, sur les possibilités. Dans le monde entier, nous devons aujourd'hui réaliser que nous avons partout des populations vieillissantes et que comme Alzheimer et autres formes de démence sont liées essentiellement, le facteur de risque essentiel c'est le grand âge. Et quand on sera de plus en plus nombreux à atteindre un grand âge, déjà parce que nous faisons très attention à notre style de vie, et plus on avance dans l'âge, plus on fait attention. Donc la longévité augmente sans cesse. Et en plus, il y a maintenant le phénomène qu'on a appelé les baby boomers, c'est-à-dire les générations nées après la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes très nombreux, mais nous avons eu peu d'enfants. Et le résultat, c'est que nous n'avons pas du tout une pyramide démographique, nous avons plutôt comme un nuage atomique, parce que nous sommes comme une grosse bosse sur cette soi-disant pyramide. Et la réalité, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes en activité professionnelle pour contribuer à cette sécurité sociale que nous avons construite et voulue. Alors je pense que c'est important que nous réalisions aujourd'hui que nous devons essayer d'avoir une société où on est beaucoup plus consciente de cette partie de la population très âgée, qui a besoin de soutien et d'aide ponctuellement au départ du trajectoire, de plus en plus à fur et à mesure. Et si nous avons une société où nous ne faisons pas ça, quand on parle d'Alzheimer, nous en avons encore très très peur. C'est la maladie d'ailleurs qui fait le plus peur à la population de 40 ans et plus. C'est plus le cancer là, c'est très clairement Alzheimer. Donc si nous voulons bien tous apprendre plus, qu'est-ce que c'est, quels sont les signes, déjà les signes précurseurs pour nous-mêmes ou bien pour des proches, aider à mener jusqu'à un diagnostic pour pouvoir commencer une vie active avec cette maladie. Et une vie active, ça veut dire, pour les personnes concernées, de pouvoir décider soi-même qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est important. Est-ce que je vais prendre maintenant mes dispositions pour ma vie future dans tant de domaines, dans le domaine financier, dans le domaine de logement, faire mon testament, des choses que je pense que nous voulons certainement, en principe, faire chacun pour soi, mais il faut le faire à temps. Donc je pense que les personnes qui ont un début d'Alzheimer ou une autre forme, je crois qu'on doit admettre que on a une responsabilité en tant que malade de s'informer et d'informer l'entourage.
Et à cet effet, c'est bien s'il y a une documentation simple, facile à comprendre, en quelques pages, qui permettrait à la personne qui reçoit un diagnostic de recevoir directement, pas le jour du diagnostic, parce que ça c'est la bombe qui éclate, mais dans un deuxième entretien, quelques semaines après, de recevoir un paquet de petits brochures à distribuer autour de soi. Et que les proches de cette personne aussi aient le courage et la volonté de faire savoir. Parce que plus on a le savoir, qu'est-ce que c'est, quels sont les signes, quels sont les problèmes, quels sont les stades de la maladie, quels sont les problèmes que la personne peut rencontrer, plus on sait, plus on peut comprendre ce qu'on voit. Et si on sait, si on comprend, on peut agir mieux que si on ne sait pas, si on ne comprend pas. Et ça semble simple, et je crois que c'est simple. Pour autant que les différents acteurs veuillent bien contribuer pour aider à aller dans ce sens-là. Savoir, comprendre, agir. Là, j'ai parlé, bien sûr, de la responsabilisation des personnes directement concernées. Donc, la personne avec la condition et les personnes autour. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on veuille avoir dans la société tous les acteurs, en anglais aujourd'hui on parle aussi de stakeholders, dans la société qui devraient être aussi sensibilisés et aussi savoir comment on peut se comporter. Et si on est très simplement pragmatique, c'est clair je ne veux pas perdre mes clients. Je suis coiffeur et je veux garder, il n'y a rien de plus simple, de garder mes clientes qui viennent depuis des années. Et c'est chez le coiffeur qu'on parle le plus. Hein. Donc si moi, comme coiffeuse, je suis informée, que je connais les signes, je peux reconnaître que j'ai une cliente qui a quelques problèmes, je peux lui faire comprendre que oui, je comprends que vous avez un problème. D'accord, la prochaine fois, je vous appelle la veille pour vous dire qu'on a rendez-vous. Et quand je serai plus avancée dans la maladie puis que je ne reconnais plus mon image dans le miroir, comme ma coiffeuse m'a dit, mais elle me place ailleurs, où il n'y a pas un miroir en face. Vous voyez, il y a des choses extrêmement simples à faire pour que la personne se sente incluse dans la société, elle ose sortir, elle existe entièrement, complètement. Si à la banque, il y a du personnel qui connaît aussi, alors on va faire en sorte de pouvoir me garder comme client. Dans les transports en commun, si on a les conducteurs et les autres passagers qui sont sensibilisés, eh bien, on va ensemble faire en sorte que la personne qui est un peu perdue, tiens, je vous aide à monter dans le bus, c'est ici, donnez-moi, voilà votre carte, c'est là qu'il faut l'introduire. Si je veux aller faire des achats, parce que c'est une des choses que je tiens de personnes malades, une des choses qui devient difficile très rapidement, c'est de se rendre dans un supermarché. Et de se retrouver parmi toute cette offre et tous ces couloirs, c'est extrêmement frustrant et difficile et stressant. Imaginons que, d'une part, un voisin qui me connaît bien, puis qui habite la même maison, me dit « mais moi je vais aller faire des achats, est-ce que vous venez avec moi ?» Ou qu'il y a dans le supermarché que je fréquente, on a une personne ou quelques personnes qui sont particulièrement formées, sensibilisées, et qui sont là, à disposition. Vous pouvez être aidé de notre collaborateur, collaboratrice, qui vous accompagne pour les achats. Et qui peut, qui sait, éventuellement même vous dire, mais hier, vous avez déjà acheté 2 litres de lait. J'ai peut-être pas besoin maintenant de racheter du lait. De faire ensemble avec les gens, plutôt que de se mettre face à face pour
communiquer verbalement. Si on a plutôt l'idée de on va faire ensemble, je vais aller me promener, je vais demander à mon voisin qui est atteinte d'Alzheimer ou semblable, je vais lui proposer de venir se balader avec moi. Comme ça, pour des proches qui s'en occupent, ça fait un répit. Ils sont sûrs que la personne ne se perd pas. Et nous deux, on partage quelque chose d'intéressant ensemble. Pareil pour toutes les activités aussi de récréation, d'aller au théâtre, au cinéma, à un concert, visiter une exposition, de faire ensemble, commenter le ici et maintenant ensemble. Pas vouloir à tout prix savoir est-ce que tu as vu l'article hier dans le journal, qu'est-ce que tu as pensé de ça, puisque c'est la mémoire proche qui est la plus difficile à retenir, eh bien plutôt parler de ici maintenant et ne regarder dans le même sens ensemble plutôt que rester à se regarder dans le blanc des yeux. Et puis ce qui provoque le gêne est souvent le mutisme de la personne, voire agressivité, parce que c'est extrêmement difficile d'être acculé à ne pas pouvoir répondre. Donc ce qu'on appelle maintenant aux États-Unis, et surtout en Angleterre et en Écosse, ils parlent de dementia friendly. Donc une société amicale par rapport à ces personnes. Bon, je pense qu'au fond, oui, aujourd'hui, il est beaucoup question d'être dementia friendly, mais je pense très clairement que si on simplifie la vie pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou une autre forme apparentée, je pense qu'on simplifie la vie pour toute la population. Si la signalisation est claire et visible, placée à la bonne hauteur, bien éclairée, eh bien tout le monde va trouver les toilettes, par exemple. Si dans les transports en commun, je veux dire la femme avec sa poussette, moi avec ma canne, tous, on est aidés par une clarification, une simplification de notre société là où on vit ensemble. Si on commence sur le plan local, c'est-à-dire là où on habite, dans la commune, dans le quartier, c'est là qu'il faut, à mon avis, commencer. Et c'est là que vous avez plus facilement le contact avec les personnes qui sont concernées directement. Si on arrive là à avoir un groupe de personnes qui ouvertement disent « nous, 4, 5, on a un diagnostic de Alzheimer ou autre, et voilà, nous avons un avis sur notre vie ici, on a envie de rester dans le quartier, c'est là qu'on est depuis longtemps. Voilà, ce qui se passe avec nous, c'est marqué, j'ai un feuillet d'information. Voilà un peu ce que vous pouvez faire pour me venir en aide. Et je pense que comme ça, il y a des cercles qui peuvent s'agrandir et qui fait qu'on peut aussi approcher les autorités, peut-être pas dans le quartier, mais s'il y a un comité de quartier ou dans une commune, pour les sensibiliser et puis montrer qu'on a déjà commencé à faire quelque chose. Et puis si avec ça on arrive aussi à montrer le bénéfice, et là je reviens parce que c'est vrai, j'ai étudié en HEC, donc d'étudier les coûts et les coûts alternatifs, etc., ça fait partie de notre société, on doit savoir. Si on peut avec ça montrer que si une personne peut rester plus longtemps dans son domicile avec aussi une certaine aide bénévole, hein, pas uniquement, mais une combinaison de professionnels bénévoles, etc. Si on mesure le coût global pour la société par rapport à la même personne qui ne peut plus rester à son domicile, parce que pour des raisons de sécurité, plein de choses,
se trouvent dans une institution spécialisée, qui est par définition des lieux extrêmement sophistiqués, avec du personnel hautement formé, qui doit être hautement formé, pour prendre soin de personnes qui ont besoin de capacités, de connaissances spécifiques. Si on met juste le coût pour la société, globalement, aussi pour la contribution de la personne elle-même, dans une institution, dans une EHPAD, par rapport à ma vie à domicile, encore même 6 mois de plus, chez moi, avec le soutien des soutiens à domicile, les professionnels et des gens autour de moi, et bien la facture est extrêmement intéressante. Et au niveau communal et toutes les districts, ou je ne sais pas comment ça s'appelle tout en France, et in fine au niveau du pays, ça a évidemment un impact extraordinaire, ne serait-ce de pouvoir maintenir la personne en dehors d'institutions extrêmement sophistiquées le plus longtemps possible. Dans le même ordre d'idées, je pense que nous avons déjà maintenant des projets qui se mettent en place, qui proposent d'autres types d'habitats. Nous avons mis en place, notamment en Suisse, quelque chose que nous avons appelé une colocation Alzheimer. Et on a spécifiquement voulu que cette colocation soit réservée à des personnes vivant seules à la maison. Parce que la personne qui vit seule arrive plus vite dans la situation, ça ne fonctionne plus. Parce que je ne fais plus à manger, je ne sais plus. Bref, tout s'en mêle et j'arrive plus. Moi, je veux rester chez moi, c'est évident. Je vais vous dire tout de suite, je reste chez moi. Or, tout le monde va me dire, mais des membres de mes amis, des membres de famille, etc., vont me dire, mais ça ne va plus. Donc, on va me faire comprendre que ça ne va plus. Alors, on va me dire, tu peux aller à l'EHPAD, qui est là. Alors, s'il y a une chose que je ne veux pas, c'est l'EHPAD. Parce que vous savez quoi ? À l'EHPAD, on sort dans un cercueil. Il faut bien qu'on meure quelque part. Mais c'est pas un chez-soi. C'est une institution. Or, une colocation, si on le limite, là on a limité à 6 personnes qui vivent ensemble dans un grand appartement, chacun à sa chambre. Ils partagent des salles de bain, parce que chez vous, vous avez de toute façon rarement une salle de bain pour vous-même, donc partager salle de bain, c'est pas un problème. Et ils ont ensemble un grand living, salle à manger, et ils ont de l'aide de personnes qui viennent organiser la journée pour qu'on fasse à manger ensemble, pour qu'on aille se promener, pour qu'on ait des activités ensemble qui incluent les personnes qui y vivent, les choses qu'ils aiment faire elles. L'idéal, c'est évidemment si en plus il y a un jardin où on peut travailler dans le jardin. Et les soins professionnels nécessaires ne sont pas apportés par ce personnel sur place, qui est une, voire 2 personnes pendant certaines périodes de la journée. Donc les soins, c'est comme si j'étais chez moi à domicile, avant. Et puis, l'idée, c'est que ça soit pour des personnes qui en profitent. Le jour où mon état avance au point que je me retrouve pas bien dans cette structure, j'arrive pas bien à vivre là, parce que j'ai besoin de trop de soutien, d'aide, etc. Parce qu'à ce moment-là, alors là, il y a l'EHPAD, qui est ma future adresse. Et ça existe depuis maintenant 3-4 ans, ça fonctionne. Si c'est durable, mais le même type de logement existe, notamment en Allemagne et dans les pays nordiques. Mais je pense que c'est intéressant de regarder beaucoup plus des structures alternatives. Et il n'y a pas du tout un modèle qu'on peut dire ça c'est la solution pour tout le monde. Comme disent les Anglais, one size fits all. C'est pas vrai parce que nous sommes au bout d'une vie, chacun a une longue vie derrière soi et c'est clair que nous fonctionnons
différemment en fonction de ce que nous avons vécu. Et je pense que d'être plus imaginatif au niveau de type de logement et pas avoir des choses imaginer seulement des institutions extrêmement sophistiquées avec tous les règlements qui vont avec. Il faut qu'il y ait une pression depuis la base que les gens concernés et leur entourage font savoir que nous, on sait qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'on peut améliorer. Maintenant, à vous de prendre les décisions, à vous d'introduire les financements et les formations. On n'a pas parlé encore de formations qui sont... Est-ce que les gens ont le bon bagage, vraiment, vraiment, pour prendre en charge ces personnes? Est-ce qu'ils sont vraiment compétentes? Je doute beaucoup. Déjà, pour les médecins de famille. Vous savez que seulement 50% des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou une autre forme semblable n'ont pas de diagnostic. 1 sur 2. Grandement parce qu'ils n'ont pas envie de savoir, parce que ça fait tellement peur, il n'y a rien de pire qu'on peut s'imaginer, mais aussi parce que les médecins traitants, ils évitent de proposer même de faire un test cognitif. Parce que bien sûr, c'est essentiellement des personnes âgées, voire très âgées. Et je les traite déjà pour un diabète, il a déjà un cancer, il y a ceci. Qu'est-ce qu'on va encore? Et puis, en plus, je ne peux rien proposer. Je peux pas les guérir. Bon, on ne peut pas guérir de la vie non plus. Mais je ne peux pas vraiment proposer un traitement qui permettrait de freiner sérieusement la maladie, encore moins de la guérir. Et je pense que c'est là, au niveau du médecin et de la formation des médecins, qu'il y a énormément à faire aussi pour qu'ils puissent accompagner la personne aussi quand la maladie qu'on vient de découvrir est une immense. Il y a plein de choses à faire, à trouver le bon soutien, à savoir motiver la personne dans ses activités, dans sa vie courante, à informer, à participer, à partager. Et si le docteur a dit, pour la plupart des patients, on le fait. Et c'est une autorité extrêmement forte, surtout peut-être pour les personnes âgées, très âgées aujourd'hui. Si le docteur l'a dit, on ne va pas passer outre. Et surtout si la prochaine fois, on nous demande, mais est-ce que vous êtes allé voir là, le café Alzheimer qu'il y a ici dans notre ville? Donc je n'exclus pas l'activité à aucun niveau de la société. À tout point de vue, c'est important d'avoir une prise de conscience pour que les personnes, chacun à sa manière, agissent. Et n'oublions pas que ceux qui sont au sommet dans nos structures, dans un pays, dans une commune, dans un arrondissement, etc., mais ils sont aussi des habitants, quelque part. Ils ont aussi des voisins. Ils sont inclus dans leur quartier où ils vivent au quotidien. Donc l'action doit se faire à plusieurs niveaux pour que la conscience de devoir aller vers quelque chose de plus concerté et d'avoir une vision globale de ce que va représenter à l'avenir le défi qu'on a. D'ici 2040, si la France aujourd'hui compte environ 1 million de personnes atteintes, eh bien d'ici 2040, le chiffre va être 2,5 fois plus élevé. 2,5 fois plus élevé qu'aujourd'hui. C'est 2,5 millions. On ne peut pas s'asseoir aujourd'hui et de dire on va s'en occuper après. C'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut chercher quels sont les meilleurs moyens qu'on peut trouver pour ne pas être surpris par l'évolution de ces chiffres. Parce qu'on est là, nous sommes nés, nous sommes déjà là. Et nous faisons tout pour survivre, longtemps, et bien vivre. Donc je pense que c'est maintenant, on est dans une période extrêmement propice pour réfléchir à quelle structure, quel type de société est-ce qu'on veut avoir, qui inclut aussi
ces personnes-là pour qu'on évite des explosions de coûts, notamment, qu'on ne veut pas avoir. Je crois qu'on peut engager, motiver beaucoup de ce qu'on appelle joliment des seniors aujourd'hui, à s'investir dans les réflexions et de faire. Ici à Lyon, j'ai rencontré des personnes qui participent à cette université d'été et qui sont actives. C'est des personnes bien à la retraite, je dirais de 70 et plus, et qui me racontent qu'ils ont des rôles dans leur commune. Oui, je me suis engagée là, j'ai fait ci. Il faut utiliser ça, il faut le mettre en avant pour donner envie à d'autres et le courage à d'autres. Eh bien, moi aussi, je peux faire un peu. Pas tout, je fais un peu, selon ce que je peux, moi.